Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est avec nous ce soir, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Mathieu de Clermont d'être à nos côtés également. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes le directeur des investissements assurances et stratégies d'Allianz Global Investors. Et Louis Albert nous accompagne également, le directeur de la gestion actions d'Oris Gestion. Bonsoir et bienvenue Louis. Merci beaucoup. Parlons des actions avec vous Louis, puisque le S&P 500, le Nasdaq ont effacé la crise iranienne. Je parle des prix sur le marché, bien sûr. Comment est-ce que vous qualifiez ce rebond? On est dans le playbook assez traditionnel, historique, de ce que la géopolitique peut rapporter comme volatilité sur les marchés. Est-ce que ce rebond est une pure question de sentiment avant tout? Est-ce que c'est un peu plus que ça, avec les résultats des entreprises qui arrivent, par exemple? Alors déjà, c'est une bonne nouvelle, Ouais. puisque pour tous les épargnants et les investisseurs, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, j'ai peur... une crise financière en plus d'une crise géopolitique. Ensuite, j'ai peur qu'il y ait un peu de complaisance. Quand même, le marché est quand même complaisant. Être plus haut aujourd'hui, être quasiment au plus haut aujourd'hui, dans un contexte où on a un sujet au Moyen-Orient, un sujet au pétrole, des taux d'intérêt qui ont quand même considérablement monté, ça amène à être prudent quant à cette situation. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre des bénéfices ou pas, mais en tout cas, il faut pas se dire qu'on finira l'année forcément 25% au-dessus et qu'on va garder un rythme de croissance conséquent. Le marché, clairement, achète la fin de la crise. Les investisseurs ont subi dans les 5 dernières années des chocs très importants, Covid, aux étaux, Ukraine, aux zones d'inflation, et finalement, le marché s'en est toujours remis très rapidement. Les investisseurs l'ont vu, les investisseurs ont compris. Ils ne veulent pas se faire avoir, ils ne veulent pas ne pas être investis si jamais ça repart. Donc, ils restent investis, ils tiennent. Quand on reste investi, les marchés montent, les marchés sont en haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À suivre, le marché achète la fin de la crise. Maintenant, il faut que la crise s'arrête, parce que tous les jours qui passent vont peser dans les marges, vont peser dans les coûts de production. Et ça va devenir de plus en plus un sujet. Ouais. Il y a un peu d'asymétrie, vous dites, quand même, à ces niveaux de prix, à ces niveaux de marché, là, sur le marché américain, en l'occurrence. Mais... Alors, il y a de l'asymétrie. Le marché américain montre des avantages quand même. Hein, ouais. Puisque déjà, c'est pas la anodin partie que ce soit Wall Street qui, d'abord, est remonté la pente devant des marchés asiatiques ou des marchés européens. C'est un marché dans une zone qui a un niveau de croissance qui est plus important que nous, Européens. C'est un marché qui est très tech, avec des GAFAM qui sont que très marginalement impactés par le conflit au Moyen-Orient. Et puis le conflit au Moyen-Orient impacte moins les États-Unis que l'Europe. Donc c'est relativement logique qu'ils fassent la course en tête, même si on n'est pas non plus sur une performance year-to-date qui soit... non, pour l'instant, c'est du 0+, au mieux. Mais ça vient après une année dynamique. Hein. Ouais. Le point sur la tech, il est intéressant parce que je me souviens encore un peu des discussions de marché qu'on avait avant le déclenchement du conflit. Et on avait une tech, alors je dis pas qu'il suscitait de la défiance, mais en tout cas, on s'apercevait que le thème de l'IA était un peu moins un one-way trade, qu'il y avait quand même, s'il y avait de la création de valeur d'un côté, il pouvait y avoir beaucoup de destruction de valeur, qu'on avait des interrogations sur les retours, des investissements massifs qui vont être déployés encore tout au long de l'année 2026, tant et si bien que le Nasdaq ne montait plus depuis le mois d'octobre. Hein. On avait marqué un pic... Après avoir été sceptique et emballé, voilà. Donc là, on retrouve quand même de l'intérêt, au-delà même des valorisations qui sont considérablement détendues, le marché retrouve des facettes intéressantes dans l'investissement technologique. Il est prêt à réinvestir dans les sociétés qui vont être qu'il estime être des futurs gagnants de l'IA à des valorisations qui sont bien en dessous de l'historique 5 ans. Hein. Ouais. On a des multiples qui sont intéressants sur les sociétés comme Meta, sur les sociétés comme Microsoft. Alphabet se paye encore à des niveaux un peu plus élevés, mais pour des bonnes raisons. On en avait déjà parlé ensemble. Alphabet a la capacité à monétiser ses capex de manière un peu plus évidente que les autres. Mais oui, c'est pas logique de voir le S&P avoir plus d'attrait pour les investisseurs. Les boîtes de la tech que vous citez, même le Nasdaq en général, sont revenus à un moment sur des niveaux de valorisation qui étaient équivalents au marché général dans son ensemble, ce qui est quand même très très rare.
qu'on ait plus cette prime pour les valeurs technologiques américaines. Des boîtes de staples, de consommation pouvaient se payer plus cher, ou peuvent se payer d'ailleurs peut-être encore plus cher aujourd'hui que certaines boîtes. Parce qu'on a aussi eu des flux qui sont venus en Europe à un moment en 2025 où on s'attendait à une dynamique de croissance en accélération, des PMI qui arrivent, qui repassent en zone d'expansion. Aujourd'hui, les dynamiques, on ne sait pas trop où ça va, donc on regarde plus les niveaux. Le niveau de la croissance US est plus élevé qu'en Europe. Et puis tout ce qu'on a dit avant font que les marchés US se comportent peu. Il y a un aspect, une attractivité retrouvée pour ces marchés américains avec un aspect défensif lié à cette composante technologique. Si on regarde les autres marchés, je me tourne vers vous, Mathieu. On a décrit un petit peu l'idée du moment sur les marchés actions. C'est vrai que quand je regarde le niveau des taux, on était allé peut-être autour de 4% plus pour le 10 ans américain au démarrage du conflit. On est quand même 30 centimes au-dessus désormais. Ça doit être à peu près pareil sur tous les taux de référence. Et pour le pétrole, même histoire. Hein. Certes, alors on a des courbes du pétrole qui nous montrent l'idée d'une normalisation, mais quand même très graduelle. Je regardais un contrat Brent pour décembre 26. On est quand même à plus de $80 quand même pour ce type de contrat. Donc si je reviens à la première partie de votre question qui est sur le marché des taux, qu'est-ce qui s'est passé ? Si on se met au premier jour de la crise jusqu'à aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des corrélations, donc des mouvements similaires entre ce qui se passe sur le Brent, ce qui se passe sur les contrats d'inflation future ou le pétrole. C'est pareil. Ça a été du 1 pour 1 quasiment, quoi. Quasiment du 1 pour 1, 0,9 aujourd'hui autour. Et c'est lié à quoi ? C'est lié à la réponse des banques centrales et au fait que les baisses de taux qui étaient anticipées en début d'année, elles ne sont plus là. Et on est même, je pense, on peut dire qu'il y aura peut-être plus de baisse de taux au cours de l'année 2026. Peut-être en toute fin d'année pour la Fed, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, en Europe, ça semble exclu aujourd'hui, sachant que le débat, quand on s'était vu la dernière fois, on se demandait déjà si elle allait baisser à 1,75 ou si elle resterait à 2. Ouais. Donc si on se dit que le taux d'équilibre était autour de 2, ce qu'elle attendait, peut-être qu'il y aura une hausse dans la semaine 28 avril ou 29 avril, dans 15 jours. On peut en reparler plus tard. En tout cas, ça faisait partie des choses que le marché anticipait et on en a pricé jusqu'à 3 ou 4 hausses, donc 100 points de base de hausse pour répondre à ce choc externe qui est similaire. En fait, la réaction du marché est similaire à ce qu'on avait connu pendant le Covid, avec des éléments sous-jacents qui ne sont pas du tout les mêmes, mais je pense qu'on en parlera beaucoup mieux que tout à l'heure. Ce qui est différent, c'est que les niveaux de croissance, les niveaux d'inflation desquels on partait sont pas identiques et la fonction de réaction de la Banque centrale n'est pas identique. Et ce que je soulignais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la Banque centrale européenne a mis en place des scénarios qu'elle est en train de piloter plus ou moins, un scénario central, un scénario adverse, un scénario favorable. Quand vous me parlez des contrats futurs Brent qui sont autour de 90, ça veut dire une seule chose aujourd'hui, et par rapport au niveau des valorisations actions, ça veut dire quand même que le pétrole va rester plus élevé, ou son prix va rester plus longtemps plus élevé que ce qu'on pensait. Et je ferai la même analogie sur les taux. Les taux vont rester plus élevés plus longtemps que ce qu'on imaginait il y a quelques semaines. Et donc ça joue sur le niveau absolu des taux. Je rejoins un des points qui a été mentionné. En tant qu'investisseur, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis investisseur de long terme. C'est-à-dire que si on regarde... Les taux qui ont remonté, c'est une bonne nouvelle. On a perdu de l'argent à court terme. Mais en fait, on reconstruit de la valeur pour demain. Et j'aime bien cette logique de reconstruire de la valeur. Et peut-être qu'on parlera du crédit. C'est la même chose, les spreads de crédit, il y en a qui se sont écartés, ça donne des opportunités. Peut-être pas pour la semaine qui vient, mais pour les 6 ou 12 mois qui viennent. Reverrouiller des niveaux de rendement réels, positifs, intéressants, quand on porte comme ça sur plusieurs années, parfois des positions. Oui, si on se dit que ce choc d'inflation, je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Je ne sais pas si l'inflation elle sera à 2,7, 3% ou 3,2% cette année. Par contre, on peut se dire que même dans un an, si le prix du pétrole il est toujours à $90, ça peut avoir des effets sur la croissance. Par contre, en inflation, dans un an, ce ne sera plus les mêmes pourcentages. En fait, on va retrouver ça dans les chiffres de l'année prochaine. Il faut être patient. Mais on pilote aussi. Il y a eu des déclarations des banquiers centraux ces jours-ci. On est balancé un petit peu par ce que dit Trump d'un côté, la Banque centrale, en réponse à ce qui se passe sur les valorisations des marchés. Pour bien comprendre comment cette hausse des taux s'est faite, comment elle se décompose là sur la période, Mathieu, vous dites c'est une réaction à la fonction de réaction anticipée des banques centrales. J'essaie de simplifier, mais les taux ont monté. Les taux réels ont monté quand même dans cette affaire. Les taux réels et les taux nominaux. Et les taux nominaux, d'accord. Mais il y a une partie quand même
qui est liée à une augmentation des taux réels. C'est-à-dire que c'est pas que les anticipations d'inflation qui ont provoqué cette hausse des rendements sur les parties longues, notamment. Donc, il y a, je pense, dedans... Alors, moi, je suis pas économiste. Non, mais vous avez droit à la parole quand même, Mathieu. Non, mais il y a une chose qui m'apparaît assez certaine, et la Banque centrale avait dit, c'est que ces taux réels, ils doivent monter graduellement pour les thématiques qui sont bien en place en Europe, souveraineté, indépendance, retour des chaînes de valeur qui sont locales. Donc ça a des petits effets d'inflation. La deuxième chose, ce qui est paradoxal, c'est que ce taux réel qui monte, il va à l'encontre de l'idée qu'on a de la croissance potentielle européenne, qui pour le moment n'a pas vu des signes d'amélioration. Et donc ça, peut-être qu'à un moment, il faudra rééquilibrer. Cela dit, il y a des aspects sous-jacents qui font que ce taux d'équilibre dont on parlait, 2% autour, il est normal. Enfin, en tout cas, c'est ce que Philippe Lane défend. Donc ça paraît normal. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il baisse fortement. Mais là, on a vu effectivement une translation de tous ces taux. Et pour répondre plus précisément, c'est qu'à partir du moment où vous remontez tous les taux courts, le 2 ans, il est passé de moins de 2% jusqu'à 2,50, 2,60 il y a quelques jours. Et donc ça anticipait 3 hausses de taux de la Banque centrale européenne. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça fait que les courbes de taux se sont aplaties fortement. Et les taux longs ont mieux résisté que les taux courts, puisque, comme vous l'avez dit, si on regarde le 5 ans, donc les taux à 5 ans d'inflation, ça n'a quasiment pas bougé. Non, donc le marché se dit, c'est un choc de court terme, de moyen terme, temporaire. Et comme on dit, retour à la normale dans les semaines ou les mois qui viennent. Ouais. Bon. Comment vous regardez l'affaire en tant que macroéconomiste, Nathalie? Alors certes, le marché est porté par l'espoir d'une désescalade. Si on se place quand même dans cette idée, des négociations ont eu lieu, d'autres vont sans doute avoir lieu dans les prochaines heures ou les prochains jours. Bref, il y a quand même l'idée que tout le monde a envie de sortir un peu de ce conflit. Qu'est-ce que ça nous laisse en matière d'impact macroéconomique, à la fois sur l'inflation et sur l'activité? Oui, comme tout le monde, on a fait tourner des modèles, comme tout le monde, on a fait des scénarios. Donc le FMI est le dernier institut en date à publier. Et comme tout le monde, et comme fonctionnent tous les modèles, pour le prix du pétrole, on regarde la tête des futurs au moment où on fait tourner. Donc le FMI, ils ont indiqué le 10 mars, donc on les a pris au 20 mars. Il n'y a pas eu d'énorme différence, effectivement. Et avec des scénarios alternatifs. Alors comme on est d'un naturel joyeux, notre scénario alternatif positif est très très positif, on revient quasiment instantanément au niveau qui prévalait, on y accorde peu de probabilité néanmoins, et le scénario désagréable et ressemble au scénario non pas adverse mais le troisième de la BCE. Donc le scénario sévère. Mais encore une fois, on est relativement confiant avec le scénario central à l'heure actuelle, et ça correspond à un choc d'inflation et pas à une stagflation. C'est ça qui est important, et c'est, à mon sens, ce qui explique la relative bonne tenue ou complaisance des marchés. Des actifs risqués. C'est que l'impact sur la croissance ne sera pas si fort que ça. Exactement, et relativement, dans nos résultats relativement courts aussi. Ça aussi, ça correspond au scénario de la BCE, qui avait cette inquiétude sur l'inflation, et où finalement les chiffres de croissance, après une petite baisse, retrouvaient assez rapidement le rythme qui prévalait auparavant. Donc ça semble tenir, parce que on est dans une situation où, malgré tout, que ce soit aux États-Unis ou dans la zone euro, et pour des raisons différentes, on a des sortes de sous-jacents qui restent solides. Donc aux États-Unis, c'est l'investissement en intelligence artificielle, mais l'investissement macroéconomique. Et dans la zone euro, nous, on croit au thème, tout ce qui est lié au bazooka allemand, au thème de la défense, etc. Et ce bazooka allemand, pour le moment, c'était peut-être un petit briquet un peu timide en 2025, puisque le budget allemand a été voté en septembre 2025. Mais là, on s'aperçoit qu'on devrait commencer à voir des premiers résultats. Ça ne nous fait pas non plus 1% de croissance en Allemagne cette année. Ça pourrait peut-être faire au moins 1% de croissance, malgré tout. Il y a quand même un mouvement. Et donc à la marge, quand la première économie d'Europe passe de 0 à 1, oui, c'est quand même quelque chose parce que la première économie était à 0, et pas seulement l'an dernier, l'année d'avant. Non, mais j'entends beaucoup pas de déception, mais un peu de critique. Le plan allemand, ça va pas assez vite. Et puis il n'y a pas de gros soutien non plus à la demande domestique. C'est beaucoup d'investissements, de dépenses
dépenses d'infrastructure, etc. Mais la Oui, partie voilà. conso... Alors, la partie conso, Mais bon, j'allais dire, alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est vrai que dans ce magma de dépenses, il y en a peut-être un petit bout qui sera prise pour soutenir la consommation parce que l'essence a augmenté. Ouais. Alors, Mais ça sera isopérimètre, hein. Oui, Oui, bien sûr, j'ai absolument. compris, on ne va pas rajouter une couche Non. de dépenses pour accommoder la Normalement, situation c'est ça. énergétique. Hein. Donc c'est une bonne nouvelle à court terme. Ouais. À long terme, c'est un petit peu dommage de prendre de l'argent public pour soutenir ponctuellement la consommation. Oui. Mais c'est important, c'est sans doute important de le faire aussi. Des impératifs sociaux, Absolument, politiques, absolument. effectivement, qui peuvent être considérés également dans ce genre de situation. Sur la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne, je crois que la réunion est le 30 avril pour la BCE. Oui. C'est un meeting ouvert, très ouvert, potentiellement alors ennuyeux, j'imagine pas, mais Non, un alors, meeting de statu quo quand même. On va pas s'ennuyer, c'est un meeting où, à mon avis, seront discuter justement toutes ces fonctions de réaction et également ce dont a déjà parlé Christine Lagarde, c'est-à-dire un article de la BCE qui a montré, ça paraît assez simple dit comme ça, mais ça a été prouvé que, étant donné que le dernier épisode où l'inflation était haute et relativement récent, eh ben, les agents économiques se souviennent comment il faut réagir pour avoir justement une compensation de cette inflation. Et c'est là-dessus, finalement, que Christine Lagarde et l'ensemble du Conseil, j'ai l'impression qu'il y a quand même une unanimité, là, en tout cas, compte tenu des déclarations qu'on voit passer, justifie de réagir pour bloquer les anticipations inflationnistes, pour ne pas avoir d'effet de second tour, etc. Avec, ça a été très bien dit, 2%, c'est vraisemblablement le taux neutre. Si on va à 2,5, c'est pas non plus très très élevé, ni sans doute très très restrictif. C'est vraiment en termes de message à faire passer. Bon, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre quand même. Je vous donne la parole dans un instant, Louis, mais sur la Banque Centrale Européenne, pourquoi le marché est convaincu que c'est une situation qui appelle une réaction de la Banque Centrale Européenne? Et est-ce que, oui, le risque, puisque c'est le job de la BCE, est-ce que le risque inflationniste, d'effet inflationniste de second tour est tel qu'il faille en passer par 2 rehaussements des taux directeurs peut-être cette année? Peut-être 3, je sais pas. Je pense que le marché s'est tout de suite convaincu que la Banque centrale allait revenir dans ses travers de 2022. Et l'idée qu'elle pourrait faire une erreur de politique monétaire, elle allait tout de suite venir à l'encontre de ça. Et très vite d'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient réagir. Je rappelle, l'erreur, parce qu'il y a eu l'erreur de 2008, il y a plusieurs de l'Ukraine, du choc. Oui, c'est ça. Oui. L'erreur 2020, la critique qu'on a fait à la BCE à cette époque, c'était d'y être allé trop tard et pas assez vite, pas assez fort, d'une certaine manière. Donc là, c'est pour ça que le discours s'est durci tout de suite, parce que le marché a commencé à anticiper que la BCE laisserait passer. Exactement. Et en fait, non, la BCE a dit on laissera rien passer. On laissera rien passer, et je pense qu'elle veut faire savoir au marché qu'elle ne commettra pas cette erreur de nouveau. Donc elle veut couper un peu les scénarios de l'erreur. Cela dit, l'autre erreur, c'est celle de 2008. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à pas vouloir reproduire l'erreur de 2022, est-ce qu'on va reproduire l'erreur de 2008 Alors je pense pas non plus. Je pense qu'il y a une sorte de leçon. Ils ont appris des erreurs passées. Non, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il faut revenir à ce qui s'est passé en 2022. Le soutien budgétaire et fiscal qui s'est mis en œuvre au moment du Covid et qui a provoqué aussi une partie de cette inflation, notamment le deuxième effet salaire. Aujourd'hui, moi j'ai du mal à anticiper qu'il y ait un effet salaire, donc inflation suivie par des hausses salariales, qui ferait qu'on arrive dans une spirale que la BCE ne peut pas maîtriser. Parce qu'on est dans des dynamiques où les salaires ils sont en train de rebaisser tranquillement. Il y a un effet sur lequel ils vont devoir lutter, c'est que l'inflation des biens, en enlevant l'énergie, va forcément remonter. Parce que les entreprises vont essayer de passer les prix. Et ça, ce délai, je ne le connais pas. Donc on est à 45 jours du début du conflit. Peut-être que dans les 45 jours qui viennent, on va subir aussi, on l'a déjà vu dans les premiers indices d'inflation. Et donc ça, c'est forcément une obligation de la Banque centrale de réagir à ça. Après, est-ce qu'il y a urgence pour avril ? Moi, j'en suis personnellement pas convaincu. Ce que j'apprécie, c'est qu'ils aient fait en mars un exercice de 3 scénarios et ils auront les prévisions officielles qui viendront en juin. Mais peut-être que juin, c'est trop tard. Donc je pense qu'il y a une balance politique. Il y a peut-être un commun accord. En fait, je ne sais pas. Pour moi, c'est ouvert, sauf qu'il y a 50 points de base qui sont déjà anticipés. Donc est-ce qu'il y a de la valeur aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de valeur à se dire ça aura lieu ou pas lieu. Bon.
quel comportement des entreprises? C'est intéressant, on rentre dans la période de publication, beaucoup d'entreprises vont être questionnées évidemment sur ce choc et la manière dont elles vont pouvoir le transmettre ou non d'ailleurs à leurs clients finaux. Qu'est-ce que vous en dites à ce stade chez Oris Gestion et au regard notamment des comportements de transmission, des mécanismes de transmission des hausses de coûts dans les prix qu'on a pu vivre en 2022-2023? Ouais, vous l'avez dit, c'est important. Ce qui va être très intéressant, c'est le discours, c'est ce que voient les CEO maintenant, parce que dans le terrain, il n'y aura pas grand-chose. Ouais. La crise, elle a démarré fin février. Les tankers qui ont pu quitter Hormuz, les derniers arrivent là. Oui, ils livrent aujourd'hui. Ouais. Donc les vrais effets, c'est maintenant. Et les publications sont maintenant aussi. Donc les CEO vont présenter des publications qui devraient être bonnes. Si elles ne le sont pas, ça va être inquiétant. Il y a pas mal d'attentes sur la croissance des BPA, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais ces bonnes publications vont être accompagnées d'un discours. Et là, on va être très, très attentif. Parce que il faut s'y remettre dans un contexte où, au début de l'année, on a eu le stress de disruption par l'IA de pas mal de secteurs, et les investisseurs sont allés sur l'économie réelle. L'économie réelle est impactée par ces hausses des coûts de l'énergie, est impactée par les coûts de production. Les marges vont être impactées. Il n'y aura pas autant de pricing qu'avant dans cette économie réelle. Mais il y a moins la place, parce qu'on a moins de croissance, parce qu'il y a moins d'épargne. Il y a moins de politique budgétaire expansive, il y a moins la place, il y a peut-être moins de cash, il y a moins la place d'avoir du pricing power. Donc il faudra en prendre une partie sur les marges. En tout cas, peu d'entreprises sont capables de répercuter instantanément leurs coûts de production. Ouais. Bon, et le marché est prêt à ça? Si je reviens à la question de départ, effectivement... Le marché croise les doigts, pour que ce soit le plus court possible et donc qu'il y ait le moins d'impact possible. Tous les jours, c'est plus cher. Ouais. Et ça peut changer effectivement la course des marchés. Vous le disiez, en début d'année, on partait avec l'idée, le thème de la reprise cyclique. L'Europe était bien positionnée avec les efforts d'investissement, etc. On avait envie en plus de se diversifier en dehors du seul monde dollar. Les émergents, l'Asie en profitait également, mais avec le thème, comme vous dites, des hard assets, de l'économie réelle, comme vous dites. Les choses, à la sortie de ce conflit, les choses vont être un peu différentes. Elles vont être différentes. Et on a vu que les entreprises ont acquis une faculté d'adaptation qui est colossale dans ces mêmes 5 dernières années qui ont été si difficiles. Donc, elles vont arriver à sortir des chiffres qui sont corrects, mais il y a comme des entreprises qui vendent à prix fixe avec des carnets de commandes qui sont assez importants. Il va falloir assumer la hausse des coûts de production. Et c'est pas facile d'aller voir ses clients à qui on a vendu à un prix et leur dire, en fait, ça va être un peu plus cher. Est-ce que tu veux bien payer plus ou pas? Ouais. On verra comment l'attitude des compagnies aériennes, toujours intéressant, mais visiblement, certains experts du secteur sont en train de nous dire qu'une semaine avant votre vol cet été, vous aurez peut-être un petit mail de la compagnie aérienne, et ce serait un précédent vous disant, non mais le prix que vous avez payé en fait il y a 2 mois, c'est plus celui-là. Ça, ce serait vraiment un sujet. Et ça, ce serait un vrai précédent, en tout cas dans ce monde du consommateur et de la consommation. Pour revenir à l'histoire de la Banque Centrale Européenne, du point de vue du marché action et du gérant action, 1-2 hausses de taux de la BCE, on l'a déjà intégré. Les hausses de taux, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est une composante. Les taux courts sont une composante importante des taux longs. Les taux longs ont un impact sur la valorisation, sur les capacités à investir des entreprises, à créer de la valeur. Donc non, c'est jamais une bonne nouvelle. Ouais, bon. Le marché l'a déjà un peu pris en compte quand vous regardez le marché action européen. A pris beaucoup de choses en compte. J'ai l'impression, surtout la fin de la crise. Surtout la fin de la crise, effectivement. On revient au point de départ. Sur Et les croissances des BPA, parce que les croissances des BPA, elles ont été révisées à la hausse tout au long du trimestre, là. Mais elles ont, grâce à l'énergie, été révisées à la hausse. Ça, oui. Ce serait étonnant. On sort de plusieurs années où on a démarré avec des attentes de croissance en Europe entre 5 et 10%, on a fini à 0. Ouais. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. Là, on a un choc qui est important, qui va impacter les marges. On peut se demander où on finira l'année. Ouais. Avec de l'expansion, une expansion de multiples qui ne peut être que limitée désormais. On n'est plus sur les niveaux de valorisation qu'on pouvait trouver, je sais pas, en octobre 22 ou dans les moments de creux vraiment de dépression des valorisations européennes. Toujours une grande disparité entre les secteurs intersectoriels, intrasectoriels, des sociétés qui ont été beaucoup plus pénalisées que d'autres. Ouais. Donc il y a vraiment des opportunités. Là, le stock picking est vraiment dispersion. Est vraiment très intéressant. Ouais.
un marché dispersé, donc favorable aux sélectionneurs de valeurs de ce point de vue-là. On a parlé de l'Europe, un mot quand même de la Fed, dont on attendait qu'elle puisse poursuivre la normalisation de sa politique monétaire. Est-ce que le sujet est derrière nous ? Ou est-ce qu'il y a un vrai risque quand même pour l'économie américaine ? Alors vous parliez tout à l'heure de nos économies, de leur capacité de résilience, la dimension investissement soutient évidemment la croissance américaine. C'est quand même encore une économie qui repose beaucoup sur la consommation. Est-ce que le consommateur américain peut encore être au rendez-vous de cette année 2026, Nathalie ? Eh bien, le consommateur américain sera au rendez-vous s'il garde son emploi. C'est ça. Finalement, la question de l'emploi, qui est celle qui occupe la Banque centrale européenne et les économistes depuis bientôt un an maintenant, avec ce marché du travail en équilibre, mais un équilibre bizarre où pas d'embauche, pas de licenciement. La question, c'est ce que ça va basculer. Donc, au sein du comité de politique monétaire de Réserve fédérale américaine, il y a, alors j'allais dire deux camps, c'est excessif. Il y a Christopher Waller qui pense que ça va basculer vers le négatif. Il y a plus ou moins un noyau neutre qui a utilisé là aussi une enquête disant que finalement le marché du travail américain peut conserver cet équilibre pratiquement sans création d'emplois parce que le taux de participation à la population active a baissé, parce que la politique anti-immigration de Trump, etc. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un peu la position de Jérôme Powell. En tout cas, il a évoqué cette étude. Et puis, un outsider, toujours, dont on ne sait pas combien de temps il va rester, puisqu'il est peut-être censé donner sa place l'intérimaire du board à Kevin Warsh, si Jérôme Powell décide de rester. Donc, un jeu un petit peu compliqué. Mais donc, Stéphane Miren, qui lui est un tenant des gains de productivité, donc qui permettrait de baisser beaucoup plus les taux directeurs. Donc, face à cette situation, et en sachant qu'il va y avoir le même creux d'activité aux États-Unis, purement mécanique, entre guillemets, on a maintenu malgré tout une baisse de taux, mais plutôt à la fin de l'année, le temps que tout le monde reprenne ses marques et peut-être que le marché de l'emploi commence à montrer... Mais le prochain mouvement pourrait être encore une baisse de taux selon vous. Parce que ce qui est intéressant, la différence entre la Réserve fédérale et la BCE, c'est que la position de Jérôme Powell, c'est très clairement position d'attente, wait and see, alors que donc la BCE s'est engagée dans ce discours et que la Banque d'Angleterre s'est engagée dans le même chemin que la BCE pour faire un virage en épingle. Je crois que le UK, c'est là où le FMI a le plus révisé à la baisse la croissance pour l'an prochain. Et l'inflation à la hausse, bien sûr, mais quand même un gros coup pour la croissance britannique, la croissance, du fait du choc énergétique. L'économie britannique est de toute façon assez... à la fois un problème d'inflation et de croissance, mais même avant cette situation, cette crise. La possibilité le prochain mouvement de la Fed soit encore un mouvement de baisse, Mathieu, elle est réelle ? Oui, non, mais elle est réelle, et on n'a pas évoqué le petit facteur politique qui est difficile à probabiliser aussi. Mais c'est même pas sûr en fait, que ce facteur politique puisse jouer dans ce contexte-là. Donc, non, mais je pense que ce qui a été dit est très juste, c'est que Jérôme Powell a tout de suite mis les bases de leur approche le mois dernier, en début du mois. Et je pense que c'était une force qu'il a envoyée au marché, un signal fort qu'il a envoyé au marché. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'une baisse de 25 points de base demain, au mois de mars, change... Oui, en fin d'année. Que ce soit en Q4 ou en 2027, change quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que plus les banques centrales seront attentistes, plus elles monteront les taux aujourd'hui, plus elles devront les baisser demain. À partir d'un moment, on reviendra dans des tendances naturelles, que ce choc aura été... Donc, une fois encore, c'est le scénario du pire d'abord, après le meilleur, en tout cas quand on est investisseur obligataire. On n'a pas non plus parlé de ce qui se passe sur les marchés, donc on parlait des niveaux de taux, il se passe aussi des choses sur la défiance, toujours fiscale et budgétaire, que peut mettre le marché aujourd'hui sur les États-Unis, ce qui peut aussi expliquer en partie pourquoi les taux sont autour de 4,30 aujourd'hui, même si on dit que c'est l'économie la plus immunisée par rapport à ce qui se passe. Et le retour, vous parliez en ouverture du dollar qui est de nouveau à 1,18, ça paraît aussi... C'est allé vite, hein. C'est allé très très vite. Donc ça montre bien cette thématique... Le statut refuge a été une petite parenthèse. De dédollarisation, de statut refuge de ce marché. Le marché n'a pas oublié ce trend-là. Voilà, n'a pas oublié. Et donc et je pense on pourrait mettre dans le même panier ce qui se passe au Japon, où finalement le dollar yen, les taux japonais sont remontés très haut, et ça pose plein de questions sur la soutenabilité de la dette et les réactions des hommes politiques face à ça.
Puis le marché a dû être assez vigilant. Je pense que le marché a craint d'une certaine manière qu'on ait une accommodation de ce choc un peu trop large et un peu trop généreuse, qui aurait sans doute aggravé encore cette situation. Sur la résilience du consommateur, il y a une thématique qui est en train de revenir aussi, c'est de dire que le rendu fiscal de l'État permettrait d'absorber le choc du pétrole. Donc peut-être, je sais. Et le fait que les marchés n'aient pas tellement baissé aussi. L'effet richesse reste quand même plutôt positif. J'ai pas vu de chiffres. Ça fait partie du narratif plus que de la réalité. Exactement. C'était vraiment un message politique, de la même façon. Ce que Trump essaye de faire passer au Congrès du point de vue budgétaire, c'est vraiment cosmétique et c'est plus pour dire qu'il se passe quelque chose. Non, ce qui peut être important également pour la consommation, c'est la confiance. Et la confiance des ménages américains, j'allais dire plus qu'en Europe, elle passe par le prix de l'essence à la pompe, surtout qu'on va entrer dans la driving season. Donc ça peut bousculer. Alors on a vu l'indice de confiance du Michigan baisser plus bas historique, beaucoup. Plus bas historique. Très polarisé comme enquête. Alors, de plus en plus polarisé, sans doute de moins en moins fiable puisque l'enquête se fait uniquement par Internet. Très polarisé, effectivement. Mais malgré tout, il y a un bon historique dans cette enquête de réaction au prix à la pompe. Bon, comment on gère la situation dans les portefeuilles ? On a parlé déjà effectivement l'aspect un peu refuge, résilience des marchés américains et peut-être les interrogations sur le cycle européen. Une fois qu'on a dit ça, comment vous aimez équilibrer vos investissements aujourd'hui en matière action chez Origine ? Il faut équilibrer entre la crise aujourd'hui, c'est à mettre de l'énergie, mettre des utilities, attention, elle commence à être un peu chère quand même. De la défense, qui pour le coup, c'était une surprise, a pas mal baissé en mars. Et donc, à cause analyse ex post, à cause des coûts de production qui ont augmenté, c'est l'industrie, donc. Et beaucoup de boîtes de la défense vendent à prix fixe. Donc on rentre vraiment dans ce modèle. Très clair. À prix fixe, mais les coûts augmentent. Attention aux marges. Dans un moment où on attendait que ce soit l'année de la croissance bénéficiaire avec des bonnes rentabilités. Mais ça rend le sujet intéressant. Et puis on doit commencer à regarder pour la sortie de crise. Et là, on se retourne vers toute l'économie réelle qui a été impactée en termes de valorisation. Qui aura un moment va pour redevenir intéressant. L'immobilier, s'il est au baisse. La construction, parce qu'on a pas mal de thèmes de construction quand même, de reconstruction à venir. Les thèmes infrastructure, le renouvelable. Tout ce qui touche à la souveraineté sont des thématiques très long terme qui sont incontournables dans une allocation. Incontournable et surpeuplé un peu comme thématique ou pas surpeuplé, ça couvre en tout cas de plus en plus de secteurs. Donc c'est des thèmes larges, profonds, c'est un avantage. On peut faire de la souveraineté sans faire que de la défense. Pardon ? On peut faire de la souveraineté sans faire que de la défense et de l'énergie renouvelable. Il y a beaucoup de sujets. Ça se décline sur plusieurs secteurs. Il y a beaucoup de sujets. Bon. Et pour reprendre un peu le fil de la tech américaine, là aussi, la conversation de marché IA créatrice ou destructrice de valeur, cette conversation, elle reprend aussi. Parce qu'on a vu, à un moment, les logiciels se ressaisir un peu, parce que là aussi, j'imagine, pas très dépendant du coût du pétrole, puis on s'est dit que ça avait beaucoup baissé, etc. Où est-ce qu'on reprend cette histoire une fois on la reprend avec une réalité, c'est que les logiciels se payaient très cher, parce qu'il y avait une logique de revenus récurrents, de revenus presque perpétuels avec le SaaS. Et avec l'IA, on s'est rendu compte que finalement, peut-être pas. Donc il y a un dérating. Et aujourd'hui, si on prend certaines boîtes de logiciels, elles se payent toujours au-dessus du prix du marché. Donc, finalement, attention quand même à acheter les points bas qui pourront dans le futur être plus bas. À l'opposé de ça, on a le SOX qui est au plus haut. Donc l'indice des semi-conducteurs, c'est ça. Très très bien, mais qui sont sur une dynamique cyclique. Et tant que le cycle est porteur, tant qu'il y a du capex IA, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, sauf la valorisation. Attention aussi à la valorisation. Si jamais il y avait, dans les publications, il y avait des communications sur un ralentissement des capex, ce qui est possible, ça pourrait corriger. Pour l'instant, ils profitent effectivement des effets volume, mais des effets prix aussi à plein. Il y a une telle tension là dans les chaînes d'approvisionnement sur la partie semi-conducteurs qu'effectivement les prix peuvent bouger très très vite d'une semaine sur l'autre. Sur la dimension taux, crédit, donc là on a des points d'entrée, si je vous suis, Mathieu.
Non, mais bon, déjà, je suis amoureux de ma classe d'actifs, donc je suis pas forcément objectif. Non, ce que je voulais C'est dire, toujours le moment d'acheter. je pense que le marché a réouvert aussi un peu les yeux par rapport aux 12 ou 14 ou 18 derniers mois qu'on a connus sur le marché du crédit, qui était une seule direction, qui était notamment le resserrement des primes de crédit par rapport aux emprunts d'État ou par rapport aux courbes de swap. Et donc je pense que ce qui vient d'être dit, c'est la même chose. On identifie les sociétés qui sont exposées à ce qui se passe de manière à court terme, moyen terme et à plus long terme. On parlait du secteur de l'aviation. Typiquement, c'est un secteur sur lequel on peut s'interroger. Comment ils vont gérer ça, l'afflux, et quels seront les impacts sur les ratings. Et là où je voulais en venir, c'est que malgré le choc aujourd'hui, les prévisions de défaut restent très modérées. Et donc le marché pourrait avoir des défauts, c'est pas le problème, est capable de les digérer. Et ce qui me fait dire ça, c'est que, les flux sur la classe d'actifs ont continué, donc l'investissement sur le crédit, les souverains c'est autre chose, ça a continué. Le high yield, donc la partie spéculative, a un peu plus souffert. C'est normal, elle est beaucoup plus corrélée à ce qui se passe sur les actions. Bien sûr. Donc c'est normal, mais il y aura de nouveau des points d'entrée. La phrase que je vais utiliser, c'est que le taux appelle le taux. C'est-à-dire que plus votre taux est élevé, plus vous pouvez aller dessus, parce que vous êtes payé pour porter ça à moyen long terme. Encore une fois, peut-être que demain, ce ne sera pas le cas, mais à moyen long terme, il y aura... Et la capacité, ça va être d'identifier les sociétés qui seront le plus à risque dans le cycle qui vient. Donc nous, on a fait ça. Et l'autre chose que je voulais indiquer, c'est qu'on était peut-être un peu moins actifs dans les marchés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les prix sont plus larges. Donc le prix de vente et le prix d'achat sont plus larges. Les prix sont larges. Les fourchettes sont plus larges. Et donc faire tourner des portefeuilles, ça peut coûter un peu plus cher. Donc on a continué de manière sélective et mesurée, mais pas forcément anticipé des mouvements qu'on voulait faire ou qu'on aurait fait de toute façon. Ouais, j'entends. Les conditions de marché ne sont pas idéales encore pour bien traiter, effectivement, peut-être sur... Elles ne sont pas mauvaises. Oui. Mais il ne faut pas non plus se précipiter parfois et prendre un peu le temps de la réflexion. Et c'est, je pense, ce qu'on a fait dans les dernières semaines. Bon, quelles sont les réflexions en matière d'investissement qui vous animent chez BNP Paribas AM c'est le même. C'est la même histoire, les mêmes conclusions. On a réduit le risque en début de conflit, le risque action, ce qui paraissait être la chose à faire, en s'assurant de la flexibilité dans les portefeuilles. Et là, l'idée, c'est selon les portefeuilles, ou d'être déjà un petit peu revenu sur les actions, ou d'y retourner bientôt, avec finalement une grande direction. C'est toujours l'IA comme thème de réalité économique, et qu'on envisage à court terme de prendre en compte plutôt via les émergents, où c'est quand même un petit peu moins cher, et également quelque chose d'un petit peu connexe, qui sont les métaux stratégiques finalement. Bien sûr. Des thèmes de long terme, des tendances... De long terme, absolument. Et effectivement, autour de la souveraineté, ça a été évoqué. C'est un thème dans lequel on croit également, puisque ça balaye énormément de secteurs. Ceux qui ont été cités, également le secteur de la santé, qui est aussi important. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Nathalie Benatia, BNP Paribas Asset Management, Mathieu de Clermont, Allianz Global Investors et Louis Albert, Auris Gestion, étaient les invités de Planète Marché ce soir.